La noyade était une méthode d'exécution courante dans de nombreuses civilisations. Les premiers Britanniques noyaient les prisonniers dans des marécages boueux. Les Romains et les Byzantins utilisèrent la peine du sac. Ils cousaient la victime dans un sac en cuir avec divers animaux, dont un serpent, un chien, un singe, une poule et un coq, avant de les jeter à l'eau. Au 1er siècle, l'historien romain Tacite rapportait que les tribus germaniques noyaient les personnes accusées de lâcheté dans les zones humides où elles étaient maintenues sous l'eau par des piles de bois. À l'époque anglo-saxonne, les femmes reconnues coupables de vol étaient souvent noyées. Au Moyen-Âge, les barons avaient des fosses de noyade et des potences sur leurs terres et avaient l'autorité de les utiliser pour punir. En Angleterre, au XIIIe siècle, toute personne reconnue coupable de meurtre sur l'un des navires du roi était attachée au corps de sa victime et jetée à la mer pour se noyer. Et la méthode n'était pas seulement utilisée en Europe médiévale. Parce qu'il était considéré comme un péché de verser du sang royal, l'Empire ottoman utilisait la noyade comme moyen d'exécution pour les nobles. Lorsqu'un nouveau sultan était choisi, ses frères étaient exécutés pour prévenir toute contestation du trône et éviter les guerres civiles. Le roi Richard Ier, connu sous le nom de Cœur de Lion, a promulgué une loi pendant les croisades stipulant que tout soldat de l'armée anglaise qui tuerait l'un de ses camarades de combat serait condamné à mort par noyade. Le détenteur du château de Baynard à Londres avait le droit de juger les criminels pendant le règne du roi Jean. Ils ont également reçu le privilège de noyer tous les traîtres capturés sur leur territoire dans la Tamise. En 1313, un appel a été fait aux juges à Canterbury. Le prieur de Christchurch avait obstrué la grande route en élevant une gouttière qui menait du château de Dover à Sandwich. Près d'un moulin à eau au bord de mer se trouvait le ruisseau Guestling. Les prisonniers qui avaient été condamnés à mort y étaient noyés. En raison de l'obstruction causée par le prieur, ils ne pouvaient ni plus être exécutés de cette manière car il n'y avait pas assez d'eau pour les noyer. Avant cette époque, les corps des condamnés auraient dû flotter en aval vers la rivière pour être emportés, mais cela n'était plus possible. La noyade, juste savoir que la mort certaine arrive serait suffisant pour terrifier n'importe qui. La plupart des gens paniqueraient lorsque leur bouche s'enfonce sous l'eau et qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus respirer. Dans la majorité des cas, quand de l'eau est inhalée, les voies respiratoires se ferment frénétiquement pour stopper l'eau d'atteindre les poumons. Un laryngospasme se produit lorsque les cordes vocales se contractent. Cela se produit aussi quand on inhale un corps étranger. C'est pourquoi on tousse en disant que quelque chose est passé par le mauvais trou. Sous l'eau, retenir volontairement son souffle ne durera qu'un certain temps, peut-être même jusqu'à 2 minutes, mais inévitablement le besoin de prendre une respiration deviendra accablant. Lorsque l'eau s'infiltre, les voies respiratoires se détendent et, l'approvisionnement en oxygène étant complètement coupé, le corps entre dans un état d'hypoxie et perd connaissance. Les poumons se remplissent et la victime finit par mourir. Pour ceux qui ont eu le malheur de subir une noyade non mortelle, on dit que c'est une expérience absolument terrifiante et extrêmement douloureuse. La peine du sac. Selon le juge et écrivain du XIVe siècle, Johann van Buch, cette forme d'exécution a connu un renouveau dans la société allemande de la fin du Moyen-Âge, en particulier dans la région de Saxe. On le voyait comme une punition adéquate pour le parricide. Le rituel romain original a dû être adapté cependant avec le singe échangé contre un chat, le coq complètement omis et le serpent remplacé par un dessin de serpent, généralement sur papier et un peu moins terrifiant. On peut seulement supposer que les singes étaient particulièrement difficiles à trouver dans l'Empire romain, tout comme les serpents, semble-t-il. Le sac en cuir a également été remplacé par un sac en lin, l'idée étant que le lin absorbe facilement l'eau, donc le prisonnier se noierait. Un sac en cuir étanche provoquerait la mort par suffocation plutôt que par noyade, prolongeant ainsi l'exécution. À une occasion, à Dresde, un homme qui avait tué sa mère a été placé dans un sac en cuir avec un chien et un chat. L'idée était de suffoquer le prisonnier plutôt que de le noyer, donc le sac était enduit de goudron pour le rendre étanche. Cependant, le sac était beaucoup trop petit et lorsqu'il a été jeté du pont, il a éclaté lorsqu'il a touché l'eau. Le chat et le chien ont nagé et survécu, mais le criminel, probablement attaché, s'est noyé. Bien que ce ne soit pas de la manière que ses bourreaux avaient prévu, le meurtrier avait reçu sa peine de mort. Et heureusement, les animaux innocents ont échappé. Quelle façon de partir ? Georges Plantagenet, premier duc de Clarence, est né à Dublin en Irlande en 1449.
fils de Richard, duc de York, et de Cecily Neville. Le couple était marié depuis 10 ans, lorsque George était né, et il était leur 9e enfant. Les frères de George étaient les rois yorkistes anglais, Édouard IV et Richard III. Il était donc inévitable qu'ils se retrouvent impliqués dans la lutte connue sous le nom de guerre des Roses. Au moment de sa naissance, le père de George, le duc de York, avait commencé à défier le roi lancastrien, Henri VI, pour la couronne. Le duc est mort avec le frère aîné de George, Edmond, en 1460 à la bataille de Wakefield, et George a été envoyé en exil en Bourgogne, France, avec son petit frère Richard. Maintenant, leur frère Édouard était l'aîné, et après la bataille de Taunton en 1461, il a déposé le roi Henri et a pris le trône, se faisant le premier roi yorkiste. Parce qu'Édouard n'avait que 18 ans et n'était toujours pas marié, cela faisait du jeune George de 11 ans l'héritier du trône anglais, et il est devenu le duc de Clarence. Pendant les 9 années suivantes, George a fermement soutenu son frère, le roi Édouard. Mais quand son beau-père, le comte de Warwick, surnommé le faiseur de rois, a promis de remplacer Édouard par George sur le trône, ce dernier s'est retourné contre son frère. Mais la vie du côté lancastrien de la clôture n'était pas tout ce que George espérait qu'elle serait. Il est devenu évident pour George que Neville était plus préoccupé par la défense de ses propres intérêts, alors George s'est réconcilié avec ses frères. Suite au décès de son épouse, la santé mentale de George s'est dégradée et il a participé à un nouveau complot contre son frère, le roi. Maintenant, Édouard n'avait d'autre choix que d'arrêter George. Il a été jugé, reconnu coupable et condamné à mort pour des trahisons innaturelles et répugnantes. En 1478, âgé de 28 ans, il a été exécuté en privé à la Tour de Londres. George aurait choisi d'être exécuté en étant noyé dans une cuve de vin de Malmsey parmi les options proposées. Il est possible que le roi Édouard ait opté pour cette méthode d'exécution lui-même, ne voulant pas verser le sang royal après avoir condamné son frère. Dans tous les cas, George a été soulevé puis plongé dans un tonneau de ce doux vin grec et maintenu de force sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie. Un tonneau de vin mesure 477 litres, ou 105 gallons, ce qui est certainement suffisant pour noyer un homme. Un portrait de la fille de George, Margaret Paul, existe et la montre portant un bracelet qui a un petit charme de tonneau, peut-être faisant allusion à la mort de son père. Gallo et Pitt, pendant le Moyen-Âge en Écosse, les juges dirigeaient la justice depuis les collines du tribunal. Dans l'Antiquité, les bâtiments étant difficiles à trouver, une colline ou un monticule servait de lieu de rassemblement en plein air. En Grande-Bretagne, au Haut Moyen-Âge, ces collines étaient connues comme des moutes, lieux de réunion. C'était un lieu pour faire des annonces et résoudre des disputes entre les habitants. La plupart de ces collines de moutes étaient naturelles, bien que certaines aient été construites à dessein, peut-être des années auparavant, comme des tumulus funéraires. L'introduction du féodalisme en Angleterre et en Écosse a amené les baronnies. Le féodalisme était un système économique, militaire, juridique et culturel qui prospérait dans l'Europe médiévale. Il était basé sur la relation de vassal à seigneur, typifiée par la déférence payée par les locataires en travail ou en service à leurs propriétaires fonciers. Une baronnie était une zone de terre donnée par le roi à un locataire ou baron. Le baron obtenait le pouvoir de tenir une cour et de juger des affaires civiles et pénales. Mais que devait-on faire de ces misérables qui commettaient des meurtres, des viols, des incendies, des vols avec violence et de la trahison? Des décisions devaient être prises sur le traitement des criminels condamnés. Pour les hommes, la pendaison était évidente, mais l'exécution des femmes devait être gérée différemment. Bassin de noyade. En Écosse, le roi Malcolm III a régné pendant 35 ans au XIe siècle. Il a ensuite été surnommé Malcolm Canmore, signifiant grosse tête, ou plus poliment, grand chef. Le roi Malcolm a décidé lors d'une réunion parlementaire à Forfar, en 1057, que chaque baron devait ériger une potence pour l'exécution des délinquants masculins et creuser un puits ou une fosse pour la noyade des femmes. De nombreuses potences ont été construites près des moodseals, des étangs et des écluses. Un puits était creusé en l'absence d'eau à proximité. On ne sait pas pourquoi les hommes et les femmes étaient traités différemment. Cela aurait pu être dû au sens médiéval de la décence. Il était considéré comme inacceptable d'exécuter les femmes de manière violente. Le fait que certains hommes aient été condamnés à mort par noyade, comme une faveur de la couronne, montre que cela était considéré comme une manière de mourir plus digne, humaine et sans douleur. Le château de Mugdock dans l'East Dunbartonshire était le centre d'administration pour les terres de Mugdock.
Il appartenait au clan Graham depuis le milieu du XIIIe siècle. Les procès auraient eu lieu dans la salle d'audience du château, qui abritait également une prison, ou à la colline Mout, toute proche. Toute femme reconnue coupable d'un crime capital aurait été emmenée à la colline des Gallows. Là, elle serait déplongée dans l'eau froide et sombre de la piscine de noyade, à l'ombre de la potence menaçante au-dessus. Des squelettes des exécutés ont été trouvés ici. Les femmes condamnées, les mains liées, devaient descendre une échelle dans l'eau avant que l'échelle ne soit retirée. La victime pourrait être forcée de faire du surplace dans l'eau jusqu'à ce que l'hypothermie ou l'épuisement prennent le dessus et qu'elle glisse sous la surface. La pratique pourrait différer dans une autre baronnie. Là, la prisonnière pourrait se retrouver liée mains et pieds avant d'être jetée à l'eau, et si elle remontait à la surface, elle serait maintenue sous l'eau avec un morceau de bois pour qu'elle se noie plus rapidement. En Écosse, l'utilisation de la peine de mort était devenue pratiquement obsolète, même avant que le droit de haute justice ne soit retiré aux barons en 1747, mais la pratique de l'exécution par noyade a continué sur le continent jusqu'en 1793. Cependant, l'eau a joué un rôle énorme dans la natation et le meurtre de soi-disant sorcières pendant les chasses aux sorcières européennes qui ont atteint leur apogée au XVIIe siècle. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos, j'espère que votre semaine sera excellente. Santé!